Pourquoi la vente est une question de psychologie? On invite dans ce nouvel épisode les héros de la vente, Hervé Humbert, qui va nous expliquer comment aborder la psychologie de ses prospects, mais aussi la sienne en tant que vendeur. On va voir dans cet épisode comment maîtriser sa communication pour aborder les problèmes de ses interlocuteurs, comment contrôler son enthousiasme et comment s'affranchir des techniques de vente et être constant dans ses efforts. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente pour recevoir le meilleur de la veille décalée sur la vente, mais aussi à visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Dans la vente, tout le monde veut être un héros, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubspot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Humbert. Hervé, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Écoute, merci, je suis content que tu passes dans ce podcast. Il y a pas mal de choses intéressantes dont tu vas nous parler. Mais avant tout, comme tous les invités, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Oui, bien sûr. Hervé Humbert. Écoute, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis entre la France et la Grande-Bretagne, enfin 20 ans en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, enfin, ça fait maintenant une petite année que je me suis lancé sur une activité pour aider les dirigeants et les head of sales qui opèrent principalement dans la technologie, sur différentes problématiques de vente. Ils disent qu'ils n'ont pas forcément les revenus qu'ils souhaiteraient ou que leurs produits méritent. Ils ont identifié plusieurs challenges dans leurs équipes, ou alors ils ont des bons revenus, les choses marchent bien, mais ils essaient que les choses aillent encore mieux et ils se demandent comment progresser. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Alors juste une chose, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu avant de se lancer. Je dois admettre que comme ça fait plus de 20 ans que je bosse en UK, il y a pas mal d'anglicismes dans dans la façon dont je parle. Je m'en excuse à l'avance. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas à me reprendre. Et puis je donnerai la traduction française, juste pour être sûr que ce que l'on dit soit bien compris. Ouais, c'est vrai que dans ce podcast, j'ai beaucoup d'invités qui effectivement utilisent des anglicismes. C'est pas un problème à partir du moment où on explique ces anglicismes. Mais c'est vrai que dans la vente et notamment dans le milieu de la tech dont on fait partie tous les deux, Ouais. on utilise beaucoup de termes anglo-saxons et parfois il faut faire attention, notamment quand on communique à un nombre d'auditeurs important qui ne connaissent pas forcément ces anglicismes. Donc, on fera attention. Tout à fait. Et donc très bien Hervé. Alors toi, tu voulais aborder le sujet de la psychologie dans la vente Mm-hmm. et notamment pourquoi la vente c'est une question de psychologie. Mm-hmm. Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu voulais aborder ce sujet sur cet épisode de podcast? Okay. Ouais, c'est une très, très bonne question. Écoute, il y a deux, trois raisons, si tu veux. C'est que moi, je suis pas arrivé dans la vente au début de ma carrière. Moi, mon background à moi, il est vraiment quelque chose de très technique. J'ai fait des études de physique pure. Donc, si tu veux, les équations de Schrödinger et autres, pour moi, n'avaient aucun secret. Et puis, donc je pensais forcément, ayant un background technique, que ce qui était le plus important pour les gens, ce qu'ils achetaient, c'était le produit. La plateforme SaaS, machine learning, artificial intelligence, etc., etc. Et puis je me suis rendu compte que j'ai essayé à un moment dans ma carrière, je me suis lancé, je me suis rendu compte qu'en fait que ces aspects-là n'étaient pas les aspects centraux.
que ce qui était plus important, c'était les aspects humains. Et donc, je me suis formé, j'ai investi du temps et de l'argent pour apprendre comment les choses fonctionnaient. Et ce dont je me suis rendu compte principalement, que c'était ces aspects psychologiques, ces soft skills, que ce soit la communication, que ce soit le contrôle de soi, enfin tout un ensemble de choses qui sont importantes. Et parmi cet ensemble de choses, il y a beaucoup de dynamiques de psychologique, de biais que l'on a, etc., qui ne sont pas souvent connus par les équipes de vente, et ça leur joue des tours. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui me passionne aussi, et c'est un sujet aussi qui me passionne parce que ça permet aussi tant d'un développement professionnel qu'un développement personnel, parce que tout ce que je fais, tout ce que je mets en place dans ma vie et dans les équipes avec qui je travaille, c'est des choses voilà, que j'utilise au jour le jour aussi, hein, pour influencer, et pour avoir, pour comprendre d'où vient mon interlocuteur, etc., etc., etc. Est-ce que ça répond à ta question? C'était une. Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment dans ce podcast, des soft skills du vendeur, Ouais, donc les aspects comportementaux. ouais. Toi, du coup, tu prends une partie de ces soft skills qui est la psychologie. Qu'est-ce que t'entends pour toi la psychologie du vendeur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Qu'est-ce que t'entends derrière ce mot psychologie? Bien sûr, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Écoute, on peut peut-être commencer par, si tu veux, par les fondamentaux. Ouais. Si je te posais la question, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens achètent quelque chose? À ton avis, quelles sont-elles? Alors, je pense que on en parlera peut-être, mais qu'il y a un aspect émotionnel dans la vente Ouais. Mhm, mhm. et l'achat finalement est plus d'une émotion que finalement d'une raison, à part pour certains achats, hein, bien sûr, Ah, ah, notamment la nourriture. ouais. Donc je pense qu'il y a ce premier aspect, ce premier pilier, à mon avis, dans la vente à connaître. Mmh, tout à fait. Alors c'est vrai que les gens décident émotionnellement et ils rationalisent après, hein, ça c'est très Ouais. vrai. Il y a aussi les gens, enfin il y a ce qui est important aussi, c'est que les gens, en anglais on dit people buy from people they like and trust. People achètent à des gens à qui ils font confiance, à qui et qu'ils apprécient. Mais quelles sont il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens achètent quelque chose. Il y en a que 2. Tu peux regarder, de tous les de tous les dans tous les achats qui sont faits, il y a 2 fondamentales raisons pour lesquelles les gens achètent quelque chose, qui sont Alors fondamentales. Ah oui, vas-y, excuse-moi. je, Ouais. je dirais que tu as le changement, c'est le fait d'acheter quelque chose, ça te fait changer quelque chose dans ta situation. Mmh mh. Mmh. Est-ce que j'ai bon allé ou... Oui, alors oui, il y a un changement. Écoute, il y a fondamentalement les 2 raisons, c'est, il y a un peu de il y a un peu de ça, un peu de changement si tu veux, c'est vrai, mais c'est fondamentalement soit ils veulent aller vers du plaisir, d'accord? Ouais, On va au cinéma, on va en vacances, je sais pas, on va au restaurant, et cetera, OK? Soit ils veulent aller loin d'un problème. D'accord? Ce sont d'un problème qu'ils ont aujourd'hui, ou alors d'un problème qu'ils vont avoir demain, qu'ils identifient comme ils vont avoir demain. OK? C'est les deux, c'est les deux seules raisons. OK? Et effectivement, lorsqu'ils ont ce problème, après, ils décident, comme tu le disais auparavant, émotionnellement, et ils rationalisent après. OK? Euh, Cependant, si tu regardes la façon dont enfin, quasi la majorité des organisations communiquent avec leurs prospects, pas la majorité, mais une large proportion des organisations communiquent avec leurs prospects, ils communiquent autour de quoi? Ils communiquent autour des bénéfices ou autour des fonctionnalités. D'accord? ouais, Euh, Or, ce ne sont pas les bénéfices qui vont vendre, c'est le problème que le prospect a. OK? Donc, c'est la première chose qui est importante dans cet aspect de point de vue psychologique, parce qu'il y a des phénomènes il y a des phénomènes qui sont derrière. Hein. Par exemple, j'imagine que tu es au courant que l'être humain, fondamentalement, va avoir plus en anglais on dit incentive, il va être plus encouragé à aller loin d'un problème qu'aller vers le plaisir. OK?
D'accord. Ça a été Ouais. mesuré, c'est notre peur notre besoin d'aller loin d'un problème est fondamentalement 2,7 fois supérieur à notre envie d'aller vers le plaisir. Hein. C'est la dichotomie entre la dopamine et le cortisol. Okay, tout simplement pourquoi? C'est les problèmes d'évolution. Okay, quand on était encore dans la savane ou dans la jungle ou autre, la seule chose, enfin, quand on voyait, je dis n'importe quoi, un arbre avec des fruits ou des cerises dessus, si jamais il y avait des herbes qui bougeaient au pied de l'arbre, eh bien, qu'est-ce qui était plus fort? C'était l'envie d'aller manger les cerises, ou c'était la peur que l'herbe bouge parce que derrière il y avait un possible tigre qui allait nous bouffer. D'accord. Ouais. Donc fondamentalement, il C'est fallait. Ouais. c'est un peu la différence qu'on fait notamment quand dans ce milieu un peu startup, c'est quand tu as un produit dont on dit que c'est un nice to have ou un must have. Tu vois, c'est un peu cette différence-là, je trouve, dans ce que tu dis. Oui, oui, oui. Alors, oui, alors, sachant que même si le must-have, il peut aussi être dans les processus, On a un plaisir. dans les méthodologies, ça peut être aussi un plaisir. Mais le problème est fondamentalement, est fondamentalement l'un des drivers. Or, si tu regardes aujourd'hui comment enfin, tu vas faire un petit tour sur LinkedIn, de quoi parlent les gens dans leur profil ou dans leur euh, de ce qu'ils font. Ils parlent fondamentalement des bénéfices. Okay, donc ils oublient cet aspect, cet aspect problème. Il y a qui est important dans la façon dont notre cerveau fonctionne. Il y a une deuxième chose qui est aussi fondamentale. On va faire un petit jeu. Okay, on va faire un petit jeu. Je vais te donner un ou deux mots et tu vas me dire le concept que tu attaches à ce mot. D'accord. Si je te Oula, dis. Non, non, mais pas. j'aurais dû prendre un café. C'est pour te garder, pour être sûr que tu es toujours là. Non, non, mais si je te dis par exemple le mot nuage, à quoi tu penses? Nuage, je pense à une vapeur d'eau, Vapeur d'eau, très bien. Vapeur d'eau, pluie, coton, des choses comme ça. Si je te dis par exemple le mot, je sais pas moi, chaleur. soleil, sudation. Ouais, ouais, ok, plage, etc. Maintenant, si je te dis le mot vendeur. On est entre nous, Ouais. hein, et on a une audience un petit peu de spécialistes. Mais si je pose la question vendeur à toi ou à 10 personnes, quels sont les concepts qui te viennent à l'esprit? Ouais, alors là, c'est vrai que j'ai un biais cognitif parce que effectivement, j'ai lu une étude là-dessus où notamment aux États-Unis, pourtant qui est un pays de vendeurs, hein, mais quand tu demandais aux gens lambda à quelle image vous venez quand vous pensez à un vendeur, Ouais, c'est très vite le vendeur de voitures d'occasion en costard, cravate, tout à fait, mal fagoté, tout à fait. qui venait à leur esprit un peu notre Jean-Claude Convenant national. Tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a, on a, et d'ailleurs, quand l'une des images que j'explique, c'est quand tu rentres, si jamais tu rentres dans un magasin de chemises et que tu cherches pas n'importe quoi, une chemise bleue, avec des points rouges, que tu as un vendeur qui vient vers toi et qui te dit bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que tu vas répondre? Non, non, je regarde. Non, je regarde. Ok, pourquoi? Parce que tu as peur que le mec il te lâche pas les Il baskets. te lâche plus. Ouais, exactement. Ok, et pourtant, toi, on est dans la vente, d'accord? Et pourtant on répond tous non, non, c'est bon, je regarde. Ok. Ouais. Donc il faut comprendre que d'un point de vue psychologique, d'un point de vue dynamique avec notre interlocuteur, cette perception négative du vendeur, c'est quelque chose qui ex ante dès le début fausse la relation. Ok. Ouais. Et donc il s'avère en fait que il y a pas mal de choses qui se passent, mais il s'avère que que le prospect pense que le vendeur va lui mentir pour l'influencer, et donc en fait c'est lui c'est le prospect qui pour se défendre érige des barrières, d'accord, et fondamentalement ne va pas dire la vérité à son interlocuteur, d'accord. Ouais. Donc tout le ouais. C'est pour ça que bon, c'est bien de mettre justement ces fondamentaux en place et de mettre ça, mais c'est pour ça que quand tu dis il va falloir qu'on s'intéresse aux problèmes Ouais. de notre prospect, c'est vrai que le prospect, si dans sa tête il se dit oulala c'est un vendeur,
Je vais essayer de pas trop lui en dire, de m'extraire de ce rendez-vous le plus vite possible. Ouais, C'est compliqué de l'autre côté de peut-être de lui tout à fait, soutirer tout à quels sont ses problèmes fondamentaux dans son tout entreprise, à fait, alors que lui, de son côté, il vous perçoit comme un vendeur de voitures. tout à fait, tout à fait. Et j'ai rien contre les vendeurs de voitures, mais Non, 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 vous bien avez sûr. compris l'image. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est l'un des challenges, effectivement. C'est l'un des Ouais. challenges que nos interlocuteurs, enfin nous commerciaux, notre job, c'est d'arriver à développer un petit peu cette relation, ce rapport avec notre prospect pour pour essayer de voir si on peut l'aider ou pas. Ok. Et pour ça, c'est pour ça que et c'est dur. D'accord? C'est dur, si tu veux, d'arriver à ce que nos interlocuteurs parlent de leurs problèmes, puisque c'est fondamentalement, on est quelqu'un que les gens souvent n'ont pas rencontré, Se méfie. se méfient, on les connaît ni d'Ève ni d'Adam, etc. Ok. Donc si je préempte, si je peux me permettre une question que peut-être que tu peux me poser, c'est laquelle est, comment faire. C'est c'est une longue réponse. Enfin, j'imagine que est-ce que c'est raisonnable d'imaginer que tu poses que tu poses cette question? Oui, c'est ça. C'est du coup, ok, on a ce constat-là. Comment on fait pour déjà que la confiance s'instaure avant peut-être d'aborder les enjeux, les besoins, les problèmes de son prospect. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire avant de rentrer dans, on va dire, le vif du sujet, notamment qu'est-ce qui pose problème à son prospect? Tout à fait. Alors, écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vais en prendre une ou deux, ok, pour commencer. L'une des choses qui est très importante et que j'ai remarqué que moi personnellement je ne contrôlais pas avant que avant que je découvre toutes les choses dont on va parler aujourd'hui, c'est les fameuses soft skills autour de la communication. Ok, c'est l'un des piliers sur lequel je travaille avec les équipes. Si tu veux, la communication, il y a moi, il y a ce que j'appelle il y a une combinaison qui est très très intéressante dans la communication. C'est deux choses. C'est ce qu'on appelle les styles de communication, ce qu'on appelle les styles de communication câblés, ok, qui sont mesurables par différents outils d'analyse des personnalités, analyse de communication. Moi, Ouais, j'utilise ce qu'on appelle extended disk, ok. Euh, ouais, ouais, on en a parlé dans ce podcast voilà, du 10. tout à fait, qui est très puissant. Et la deuxième chose, c'est, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais c'est l'analyse transactionnelle. Ok. Ouais. Donc quels sont les deux, quels sont les, qu'est-ce que c'est, je vais expliquer un petit peu de chaque élément. Ok. Donc on le sait, je veux pas, enfin si ça a déjà été couvert, je veux pas trop en parler, mais on a un grand, Oui. on a tous un style de communication qui nous est naturel, mais ce qui est important aussi, c'est que notre interlocuteur a aussi un style de communication qui lui est naturel. Et le challenge, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, si je parle d'une entreprise qui vend un produit, par exemple à des startups ou qui vendent un produit à des banques, bien, le challenge, c'est que les gens vont voir les startups, ils vont se changer, ils vont mettre un t-shirt un t-shirt et un jean. Okay. Ils vont voir une banque, ils vont mettre un costard et une cravate. Okay. Mais donc ils vont s'adapter le style de la façon dont ils s'habillent, mais par contre ils vont pas adapter le style dont ils communiquent. Okay. Euh, et donc, effectivement, il y a des gens qui attendent plus des décisions, il y a des gens qui attendent plus de développer une relation interpersonnelle, il y a des gens qui ont plus besoin de comprendre le processus, il y a des gens qui ont besoin plus de comprendre les détails, il y a des gens qui, enfin bon, il y a tout un ensemble de choses qui sont à maîtriser. Donc ça, c'est l'aspect disque. Et ce qui est important, c'est non seulement de se connaître soi-même, mais c'est aussi être capable de s'adapter à l'autre. Okay. L'erreur que moi j'ai faite personnellement quand j'ai découvert Disque il y a plus de 10 ans, je dis ah c'est super intéressant, et puis j'en ai rien fait. Okay. Et donc, Oui, ouais. c'est ce dont on avait parlé lors de l'épisode du disque, c'est que tu peux présenter le disque en, allez, une dizaine de minutes rapidement, Mm-hmm. mais de là à se l'approprier et le mettre en situation, notamment sur des rendez-vous Tout à de fait. vente,
tout à fait. c'est c'est une autre expertise, C'est hein. une autre paire de manches, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc moi, tu vois, moi dans mon CRM, eh bien, je mets le profil de mon interlocuteur, celui que j'ai ressenti. Okay, Bon exercice. et et avec le mien ou avec avec les clients avec qui je travaille. Hein. Et donc la communication, quand moi je communique avec un CEO, quand je communique avec un head of sales, je vais communiquer de façon très très différente. Okay, si j'ai un prospect, si j'ai un head of sales qui est D, je vais lui donner deux choix et une décision à prendre. Okay, si j'ai un head of sales qui va être plutôt I et qui va m'envoyer des longs emails, bah, je vais aussi lui en mettre des longs emails, je vais en mettre une tartine. Donc je vais m'adapter. Okay, donc ça c'est la première chose. Et comme tu dis, le challenge il est vraiment de mettre ça en place. La deuxième second leg, la deuxième jambe de l'aspect de communication, c'est effectivement l'analyse transactionnelle. Alors il y a un très long sujet à faire, mais fondamentalement l'analyse transactionnelle, c'est sans rentrer dans trop de détails, c'est comment faire en sorte que, en anglais on dit nurture. Okay, c'est comment on nurture, comment on nourrit la relation avec notre interlocuteur. Le disque, c'est nature, c'est les choses qui sont câblées au sein de nous. Okay, c'est nature versus nurture, contre nourriture. Okay, et donc Ouais. c'est comme, Alors, ouais. pour moi, le nurturing, enfin, ce que j'ai en tête, c'est effectivement, tu as un prospect qui est rentré dans ton cycle de vente. Mm-hmm. Néanmoins, tu te rends compte que c'est pas le bon timing pour collaborer avec lui, Mm-hmm. et donc tu vas le nurturer, c'est-à-dire tu vas le garder au chaud, lui envoyer des newsletters, des nouvelles sur l'évolution, et effectivement de temps en temps revenir vers lui pour savoir est-ce que votre projet a évolué. Est-ce que toi c'est ça pour toi le nurturing, ou ça va plus loin que juste C'est un bon point et je comprends d'où tu viens. D'accord, c'est un bon point et je comprends d'où tu viens, mais non, c'est pas ça. C'est plus nurturing d'un point de vue marketing. Moi, ce dont je parle d'un point de vue nurturing, de point d'analyse transactionnelle, c'est au cours de mon interaction avec le prospect, comment je lui signale que, que je suis là, que ce qu'il dit est intéressant, que je l'écoute. Si tu veux, les humains, ils ont 4 besoins fondamentaux pour se sentir bien. Ils ont 4 besoins. Ils ont besoin d'être vus, entendus, compris et reconnus. D'accord? Ça, c'est les 4 besoins fondamentaux des humains. Et donc, comment je fais moi par ma communication, je lui fais comprendre que je le comprends, que je le reconnais. Okay, donc il y a tout un ensemble de choses. Si tu veux, moi je parle d'un point de vue purement technique, je parle de ce qu'on appelle des caresses verbales, qui vient de l'analyse transactionnelle. Je parle aussi bon, évidemment d'écoute active, etc. J'ai d'ailleurs publié un blog post là-dessus aujourd'hui, mais c'est comment dans mes éléments écoute. de langage, je mets ça en place. Excuse-moi. Ouais, ton blog post, je l'ai lu ce matin, Ouais, très intéressant. Et effectivement, tu donnes un exemple qu'on peut donner, hein, c'est-à-dire vous êtes en soirée avec des amis, et effectivement quelqu'un parle, je sais pas, de ses vacances en Grèce à Mykonos, ouais, et une réaction typique et naturelle que l'on a, ouais. c'est de lui répondre, ah oui, moi aussi la Grèce, je connais bien, et Mykonos, je trouve ça très bien, j'y suis allé il y a 2 ans. Et en fait, on ramène la discussion Ramène à soi, tout à fait. à soi-même. Tout, Et alors qu'en fait, ce que tu appelles les caresses verbales, ce serait plutôt de dire, d'aller un peu plus loin et de dire, ah bon, et alors donc, qu'est-ce que tu en penses là-bas de la gastronomie? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu as fait? Et en fait, et ça c'est de l'empathie, ouais. mais on reste sur finalement l'intérêt de la personne qui communique avec nous, et on ramène pas la discussion vers nous, ou du moins on temporise avant de parler aussi de nous, puisque ça aussi c'est humain, c'est à un moment donné de pouvoir parler de soi. Tout à fait, tout à fait. Alors, si tu veux, en fait, l'une des choses que je dis dans ce blog post, c'est que ce qui est important, nous, en relation, c'est que ce qu'il faut que l'on fasse, et merci d'avoir signé, d'avoir lu merci d'avoir lu Ouais, mon blog post. Tu dois être le lecteur que j'ai détecté sur mes analytiques. Euh, et c'est moi. c'est toi, ça me fait plaisir. Je me demandais qui j'étais. Mais si tu veux, fondamentalement, moi, ce que j'explique, c'est que ce qui est important, c'est que quand on va en relation prospect ou client, ce qui est important, c'est que c'est notre interlocuteur qui remplit ses besoins émotionnels, pas nous. Okay, et effectivement, bien souvent, le challenge que l'on a, c'est que dans la vente, dans la vente, les commerciaux ont ce que j'appelle une zone de confort qui est le produit. Okay, Ouais. donc, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de parler de leurs produits. Okay,
Et donc, une fois de plus, ils vont aller sur le rationnel. Ils vont pas aller sur l'émotionnel. Okay. Or, ce qui est important, dans le blog post, je fais un lien vers un article du Guardian, donc c'est en anglais, hein, mais elle parle de quelque chose qui est fondamental, qui est si tu veux, du labeling, de mettre une étiquette sur les émotions. Okay. Ouais. Qui est de dire quand quelqu'un dit va à Mykonos, c'est dis donc, j'ai l'impression que tu as passé des très bonnes vacances, j'ai l'impression que tu as eu un bon moment. Okay. Et donc, ce que je fais, c'est que je reviens sur les 4 besoins des humains d'être vus, entendus, compris et reconnus. Je lui signale que je l'ai entendu, je le reconnais et je m'intéresse à lui. J'ai l'impression que tu as passé un bon moment. Et effectivement, plutôt que de faire un shift, de ramener sur moi, je support. Okay. C'est le shift versus support. Et là, tiens, dis-moi en plus. Okay. Alors que la majorité des gens, eh bien, ils vont, comme tu le dis, ils vont vouloir parler. Okay. Et c'est un micro-exemple de dire que qui explique pourquoi les gens achètent émotionnellement et rationnalisent après. On développe cette relation par notre communication. Tu pourras faire l'exemple, tu pourras faire l'essai, c'est ce que je disais dans le blog post. Tu vois, des fois je vais dans des dîners, moi, pas des dîners mondains, tu vois, il y a des gens que je rencontre, etc. Et je peux passer la soirée à m'intéresser aux gens. Et je sors de la soirée, je sais énormément de choses sur eux, eux savent très peu. Okay. Or, celui qui contrôle la conversation, c'est celui qui a le plus d'informations. Mais surtout, de façon importante, on a passé la soirée à parler de lui. Et bien, je peux te garantir que la personne va dire le lendemain, putain, j'ai passé une super bonne soirée avec ce mec, quoi. Ou avec cette nana, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de lui. Oui, et puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Effectivement, quand tu parles de toi-même, tu sécrètes des endomorphines. Et donc, tu joues là-dessus. Et pour reprendre ce que tu dis là sur parler de son produit, revenir sur la discussion par rapport à soi-même. Et en fait, l'exemple de Mykonos, on pourrait l'appliquer à l'exemple d'un vendeur qui écoute son prospect lui dire voilà mes problèmes. Et très vite, au lieu de creuser ses problèmes, et moi je fais aussi, hein, ça m'arrive, c'est normal, personne n'est parfait. C'est humain. Tu te dis ça tombe bien, mon produit correspond exactement à vos problèmes. Et en fait, là, t'as loupé un peu une opportunité de creuser encore plus loin le problème pour en fait t'appuyer tout au long de ton cycle de vente sur ces problèmes-là. Tout à fait. Tu as perdu. Et donc, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Et donc voilà, un des conseils qu'on pourrait donner dans cet épisode, c'est quand vous commencez à voir votre prospect qui vous communique sur ses besoins, ses problèmes. En fait, il faut essayer de rester le plus longtemps là-dessus parce que c'est là où vous aurez le maximum d'informations, comme tu l'as dit, pour accélérer votre cycle de vente et arriver à la vente. Et effectivement, c'est tentant, surtout quand les problèmes correspondent exactement à ce que l'on propose. Ouais. Mais il faut se forcer, comme tu l'as dit, s'entraîner sur des soirées où il n'y a pas d'enjeu. Il faut se forcer à creuser, à poser des questions, à s'intéresser à l'autre. Tout à fait. Alors, c'est un très bon point que tu fais. Et effectivement, alors c'est un challenge, hein, parce que amener ces questions, il faut éviter de tomber dans alors dites-moi plus. Qu'est-ce que vous Ok, donc c'est de pas avoir et c'est l'une des difficultés de ces soft skills parce qu'on ne nous les apprend pas à l'école. Ok, mais ça m'amène à un autre point que ce que tu dis est très valide sur cette histoire de voilà, on est tenté, on a cet enthousiasme. D'accord. Et c'est un autre point de cet aspect de psychologie, sur cet aspect d'enthousiasme. Parce que si tu veux, il y a cette perception que si les commerciaux sont enthousiastes, c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre l'autre. Oui. Okay. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà entendues ou Oui, bien sûr. On dit souvent, d'ailleurs, effectivement, ça pourrait être remis en cause. Ça, dans la vente, il faut être enthousiaste, il faut sourire, il faut mettre de l'énergie dans ses rendez-vous, etc. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais "It's one of my pet peeves". C'est l'un de mes c'est l'un des trucs qui me je sais pas comment on dirait pet peeve en français. C'est oui, c'est un dada, mais un sujet récurrent. Ouais. C'est un sujet récurrent pour toi, et en français, on a une expression pour ça, et bien sûr, c'est moi qui ne la trouve pas. Okay. Bon. C'est ton
C'est un truc qui me fait démarrer très, très souvent, quoi. Ok, c'est un peu un Ouais. cheval de bataille ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà, cheval de bataille, on va prendre. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, il y a rien de plus. J'ai aussi écrit un blog post là-dessus. Hein. J'ai écrit de façon un petit peu récurrente sur ces sujets-là. Mais si tu veux, il y a cette perception que c'est nous, notre enthousiasme, qui va convaincre l'autre. Or, ça a été prouvé par la psychologie que je sais pas toi, quand toi, par exemple, quand on essaye de te faire quelque chose, par exemple, arrête de manger de la nourriture de fast-food ou arrête de fumer ou autre, qu'est-ce que tu as envie de faire fondamentalement? Et ben de faire un comportement opposé à ce que l'on m'impose ou ce que l'on me dit. Exactement, c'est le fameux peinture fraîche, ne pas toucher. Ok. Quand on te dit Ouais. de pas faire quelque chose ou quand on te dit de faire quelque chose, eh bien tu as envie de faire. Quand tu sens fondamentalement que tu es en train de perdre ce qu'on appelle en anglais your free will, ta liberté d'agir, ce que tu vas faire, c'est tu vas faire exactement le contraire. Ça a un nom, ça s'appelle la réactance. Ok. Ouais. Alors c'est intéressant, surtout en ce moment avec tous les éléments qu'on vit sur le plan sanitaire, où c'est un gros débat en ce moment en Tout à fait. France. Alors je sais pas en Angleterre, pourras nous en parler sur le vaccin, Ouais, où l'OMS nous dit il faut convaincre plutôt que contraindre. tout à fait. Et là, ça prend une autre lumière avec ce que tu nous dis. Tout à fait. Donc la réactance, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer Eh bien, la réactance, c'est un phénomène psychologique où effectivement, nous humains, quand on commence à détecter que notre interlocuteur essaye de nous faire quelque chose qui est con, qui va nous faire perdre notre liberté d'agir, eh bien, on va aller exactement dans l'autre sens. Ok. Il y a des études qui ont été faites, et donc il faut constamment rappeler à notre interlocuteur qu'il est parfaitement libre de ne pas de pas prendre la décision que tu advocates. Ok. Donc c'est un petit peu c'est le principe de c'est un principe que l'on peut appeler le but you are free. Ok. C'est mais vous êtes libre. Ok. ouais, Et c'est un petit peu contre-intuitif de plus on rappelle aux gens qu'ils sont parfaitement libres de ne pas faire quelque chose, ben, plus ils vont le faire. Plus il y a de grandes chances ouais, qu'il le fasse. Et qui plus est, non seulement il y a plus de chances qu'il le fasse, mais ce qui a été aussi mesuré, c'est que quand on rappelle aux gens qu'ils sont libres de ne pas faire quelque chose, ok, eh bien, non seulement il y a plus de chances qu'ils le fassent, mais en plus, la valeur monétaire que l'on peut sécuriser, que l'on peut extraire, est plus grande. d'accord, ok. Ok. Euh, euh, donc ça c'est des aspects de ça c'est une fois de plus un autre d'aspect un aspect de psychologie, mais c'est excessivement difficile en place puisqu'on a cet enthousiasme et on veut essayer de persuader notre interlocuteur. Ok. Donc tu regarderas, il y a pas mal si tu veux, tu pourras mettre le lien pour tes auditeurs sur ce sujet-là. J'ai un blog post là-dessus. Ouais, tu nous as effectivement, tu as un blog post qui parle sur l'enthousiasme, donc on partagera les liens. Ouais. Et tu as aussi un autre pilier dont tu parles, c'est le contrôle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Oui, c'est vrai, effectivement, il y a cinq piliers sur lesquels je travaille qui sont la communication, le contrôle, la curiosité, la constance et le courage. Effectivement, le contrôle, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est peut-être que moi qui ai remarqué ça, mais est-ce que tu as vu que généralement, dans les processus de vente, c'est souvent le prospect qui contrôle la conversation. Est-ce que tu as remarqué ça? Et alors oui, oui, c'est effectivement. Alors j'en ai parlé là aussi sur le précédent épisode qu'on a fait là sur le closing. Ouais, Mais effectivement, une règle importante quand on veut closer, c'est de faire attention à ne pas perdre le contrôle à la fois de l'agenda, mais aussi lors de ces rendez-vous, ok. euh, parce que sinon on n'arrive pas à établir finalement une relation avec son prospect et à aboutir à une vente de manière simple et limpide. Ok. Est-ce que je peux dire quelque chose tu vas me détester pour ça, mais sur le Tu vas me closing. dire que tu vas me dire que ouais, que c'est que ça aussi c'est une idée reçue de la vente. C'est moi, c'est
J'y crois pas au closing. D'accord. Le closing, il commence dès le début. Le closing, si tu veux, le principe du closing, c'est de dire, moi, par un ensemble de techniques, je vais arriver à convaincre mon interlocuteur. Et il y a si tu veux, un petit peu, pour moi, le closing, il y a un aspect de manipulation. Ouais. Ok. Le closing commence dès le début. Ok. Pour moi, je veux pas rentrer dans trop de Alors, bon, là aussi, on va pas, effectivement, je vais pas débriefer tout le podcast, mais c'était quand même un des piliers du closing, c'est de dire, effectivement, le closing commence dès le début, et c'est surtout quand on fait des premiers rendez-vous réussis que le closing la vente sera facilitée. Ouais, donc effectivement, tu connais ce fameux, tout à fait, ça commence dès le début. Tu connais ce fameux film, je crois qu'il s'appelle Glengarry Glen Ross, ok, où tu as Alec Baldwin, Ouais. dans cette fameuse scène qui s'appelle, qui est centrée sur le ABC, et où Oui. tu la connais, c'est Always Always be, be closing. Tu l'as vu cette ouais, ouais, always be closing, ouais. Elle tourne pas mal en ce moment, je ne sais pas pourquoi sur oh, LinkedIn. c'est récurrent. Et en fait, si tu veux, moi, l'une des choses qui, ma perspective, et c'est pas ABC qui doit être en place, c'est ABQ, ok? C'est Always be qualifying, ok? Ouais. Et l'une des choses, alors il y a beaucoup de choses à dire dans le contrôle, mais c'est comment effectivement au début au début, au milieu et à la fin de de nos interactions, on garde le contrôle de la conversation, on garde le contrôle du processus, on garde aussi contrôle de nous, ok? C'est-à-dire on est capable de comprendre comment nous on communique et comment nous on a parce qu'on a aussi nos émotions à nous, donc comment on essaye de retenir nos émotions. D'accord. Et comment on essaye par l'ensemble la façon dont on communique, la façon dont on questionne notre interlocuteur, de garder le contrôle de cet échange, mais en gardant le contrôle de façon, parce qu'une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai, de façon nurturing, de façon nourricière. Ok. Donc en fait, tu dis au fur et à mesure des rendez-vous, se garder le contrôle, en fait, c'est de dire finalement toujours être dans la qualification donc j'imagine le questionnement pour savoir si on est bien sur les mêmes rails que son prospect. Tout à fait. Sachant aussi que si tu veux, c'est qu'on est sur la maladie de pensée, mais aussi de façon très claire, et c'est contre-intuitif et c'est aussi vachement dur, c'est cette fameuse idée d'aller tout le temps chercher le oui, ok? Oui. Eh ben, c'est contre-intuitif. Moi, personnellement, ce que l'on met en place, c'est on va chercher le non. Oui, tu m'en avais parlé en préparant l'épisode. Effectivement, toi, plutôt ton dada, L'un des dadas. c'est d'aller chercher. Et oui, pourquoi à ton avis? Pourquoi on va aller chercher le non? Alors, parce que j'imagine que ça te permet de répondre à des objections qui peuvent rester, comment dire, non dites dans ta relation avec ton prospect. Ouais. Est-ce que Il y a, alors, ça me paraît. oui, c'est un point, et c'est aussi surtout, enfin, moi j'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens, quand tu interagis avec quelqu'un, quand tu te sens en contrôle, ok, tu te sens mieux, ok. Donc moi, fondamentalement, je cherche bien souvent le nom pour un nom. Si tu veux, je commence à chercher un nom relativement tôt pour contrôler, et j'éduque mon interlocuteur en lui disant, tu sais quoi, un nom est toujours possible, ok, parce qu'il faut éduquer notre interlocuteur à prendre des décisions. Okay, il faut prendre Oui. éduquer notre interlocuteur à prendre des décisions, que ce soit un oui ou un non. Oui, c'est mieux d'avoir effectivement un nom et de savoir que on peut passer à autre chose plutôt que de ne pas avoir de retour et puis tous les mois de se dire est-ce que je le relance, Tout à fait, il doit être encore intéressé ou pas, je sais tout à pas. fait. Un non n'est pas aussi bien qu'un oui, mais alors c'est mille fois mieux qu'un peut-être. Ok. Et si tu veux, au cours enfin, dans la méthodologie que je mets en place, et la méthodologie étant différente d'un processus, hein. Le processus, c'est ce qu'il y a dans le CRM. La méthodologie, c'est comment on interagit avec notre interlocuteur. C'est deux choses différentes. Bien souvent, les organisations, ils ont des processus de vente, ils n'ont pas de méthodologie. Euh, mais au cours dans la méthodologie que je mets en place avec les organisations, c'est que on éduque notre interlocuteur à prendre des mini-décisions. Parce que si des mini-oui, des mini-non.
D'accord? Parce qu'il y a un autre biais, je reviens sur cet aspect de psychologie, qui est celui les gens aiment être constants avec eux-mêmes. Okay, et donc, si on apprend à prendre des oui ou des petits non, petit à petit, quelle que soit la décision, petit à petit, on va arriver à une décision finale. J'imagine que tu connais l'étude qui a été faite aux États-Unis, où on demande aux gens si on peut mettre une énorme pancarte publicitaire en face de leur maison. Tu vois, quelque chose qui leur bloque la vue. Ok. Ouais. Évidemment, les gens disent non. Ouais. Évidemment, les gens disent non. Par contre, si on leur dit, écoutez, on a ce petit truc là qui fait 50 cm sur 50 cm, est-ce qu'on peut mettre dans votre jardin? Bah, bien sûr, pas de problème. Et qu'on revient la semaine d'après. On a un truc un peu plus grand là, on a 1 mètre sur 1 mètre. Ok. Est-ce qu'on peut le mettre est-ce qu'on peut le remplacer? Pas de problème. Etc., etc. Et ils ont fait des études. Et évidemment, ils ont un taux d'acceptation d'arriver à des panneaux qui sont gigantesques dans le jardin, mais les gens, ça leur pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont constants avec une décision qu'ils ont prise dans le passé, auparavant. Ouais. Moi, j'avais vu, mais c'est pas exactement la même chose, mais ça part un peu de la même idée sur la psychologie de l'être humain. C'est quand tu parles d'un prix, et plutôt annoncer des prix hauts de ta solution, et après d'annoncer des prix bas, et ça permettra plutôt de faire mieux accepter le prix que de faire l'inverse, en fait. Tout à De fait. partir d'un prix plutôt bas, et puis après de revenir sur ce prix en disant oui, mais attention, on a du support, de la formation, de l'onboarding, etc. Et du coup, le prix que je vous ai donné au début, finalement, il est multiplié par 3. Oui, alors c'est effectivement. Alors, faut faire attention parce que là, on rentre un petit peu dans la manipulation, Ouais. si tu veux. Mais c'est vrai que tu vas regarder tu iras au restaurant et tu regarderas que très, 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 très souvent, voire quasiment tout le temps, les premières bouteilles de vin, c'est les plus chères. Ouais. Ok. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle, tu ancres, anchoring, bien haut, et après, et ça te permet, parce que tout est relatif. Ok, tout est relatif. Donc effectivement, mais moi je parlais plus d'un aspect de constance. Et nous humains, Ouais. on aime bien être, on aime bien être constant avec nous-mêmes. Ok, c'est pour ça qu'une fois de plus, on ne décide pas de façon rationnelle, on décide de façon émotionnelle. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux donc là, tu nous as donné l'exemple du panneau publicitaire. Est-ce que dans un rendez-vous, dans un cycle de vente, Ouais. est-ce que tu as un exemple justement pour utiliser ce concept de constance? Est-ce que tu as des exemples en tête? Ben, enfin, j'ai pas d'exemple spécifique en tête. J'ai pas d'exemple Ouais. spécifique en tête. Mais si tu veux, c'est clair que si tu, j'irais peut-être, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que euh, euh, quand on essaye, enfin, quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un et que l'on sait, si tu veux, ce qui est très important, c'est avoir l'idée d'aider l'autre, d'accord? C'est pas le manipuler, c'est vraiment influencer. Tu connais la différence entre manipuler et influencer? Oui, alors on en a parlé Ouais. aussi dans ce podcast. Ouais. Vas-y, parce que je vais dire, je vais Bon, sans doute je vais sans doute le déformer. si je te mets sur le spot, c'est pour un dialogue, mais fondamentalement, Ouais, ouais. manipuler, manipuler, il y a une personne qui en bénéficie. C'est à ton insu, c'est ça? Ouais, il y a une Ah personne oui. qui bénéficie, pas l'autre. Influencer, eh bien, c'est les deux qui en bénéficient. Ok? Et donc, c'est pour ça que je reviens une fois de plus sur ce qu'on disait au début, sur les fondamentaux. Or, comme notre interlocuteur nous voit comme un vendeur, manipulateur, etc. par défaut, c'est comme ça. Hein. C'est pas parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas, c'est notre culture. Enfin, c'est l'environnement. C'est notre job d'influencer. Si on voit qu'on peut l'aider, c'est notre job de l'influencer pour essayer d'arriver à une décision qui va l'aider et qui va aussi nous aider nous. Ok. Donc, pour revenir sur ta question, pour revenir, est-ce que j'ai des exemples spécifiques? Non, mais c'est l'idée de prendre de faire des mini décisions. Ah oui, il y en a une qui est effectivement, si tu essaies de vendre, je dis n'importe quoi, un produit à 50 000, à 100 000 ou à 150 000, tu vas pas vendre le truc à 50 000, à 100 000 ou à 150 000 d'entrée. Ok? Il faut vendre une petite pièce un petit morceau. Ok? Qui va ensuite te permettre d'avancer petit à petit vers le plus gros morceau. Ok? D'accord. Et pourquoi? C'est parce qu'une fois qu'on a acheté quelque chose, ben, on va être d'abord, ce que ça permet de faire un petit morceau, ben, ça permet
Ça nous permet de changer la dynamique, de plus être dans une dynamique commerciale, enfin vendeur-acheteur, mais être dans une dynamique de partenaire. Et puis ce que ça nous permet aussi de faire, c'est que ça met en place une certaine, voilà, il y a un aspect de constance, ok, au cours de la décision du prospect. Ouais. Très, très bien, Hervé. Écoute, le temps passe vite. On est déjà à presque 3/4 d'heure d'interview. Ok. Ça passe très vite. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour closer, même si t'aimes pas le closing, ce sujet, avant que je passe aux dernières questions de l'épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais aussi nous partager en plus? Écoute, il y a deux choses qui, tu l'as peut-être vu, il y a deux choses qui sont, enfin, il y a un dada et puis une dynamique qui peut qui peut être intéressante pour tes interlocuteurs. On revient sur cet enthousiasme. Ok, je vais revenir sur cet enthousiasme. À partir du moment où tu es enthousiaste, tu vas démontrer que tu as besoin, enfin, si tu veux, tu envoies un message à ton interlocuteur, j'ai besoin de cette vente, ok? Et tu montres que tu as un intérêt fort à ce que les choses se passent, ok? Ouais. Or, on a un biais psychologique qui est en anglais que j'appelle celui de the one who cares the less, celui qui a moins d'intérêt, ok? Eh bien, c'est celui, et ça a été mesuré dans la sociologie ou dans les rapports amoureux et autres, celui qui a le moins d'intérêt dans la relation, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Exactement, c'est celui qui la contrôle. Ouais. Okay, c'est celui qui contrôle la relation. Donc, si tu arrives, j'adorerais travailler avec vous, enfin bon, tout l'enthousiasme que l'on voit souvent, ok, c'est tu signales à ton interlocuteur fondamentalement que c'est lui qui a le pouvoir. Or, ce que l'on met en place par l'intermédiaire de ces 5 piliers, c'est qu'on met en place, on essaie de développer une relation d'égal à égal. D'accord? On essaie de développer une relation d'égal à égal. On éduque notre interlocuteur en lui disant, tu sais quoi? C'est parfaitement raisonnable si à la fin de ce rendez-vous, on arrive à un non. Ok? Ouais. C'est sûr qu'effectivement, si tu as réussi à bien creuser ses besoins, à lui faire comprendre que tu peux l'aider dans ses besoins, à bien suivre tes derniers rendez-vous, relancer, contrôler le timing. Si à la fin, effectivement, tu lui montres que la décision lui appartient et que finalement, toi, de toute façon, t'as beaucoup de choses à faire avec tes autres clients, c'est sûr je pense que sa décision, il va pas se sentir forcé pour acheter et il aura compris, comme tu l'as dit, finalement le rapport de force est un peu inversé. Et alors c'est pas vraiment un rapport de force, mais c'est effectivement comment je transforme le processus de vente en un processus d'achat. D'accord? Par contre, c'est pas à la fin, tu as raison à la fin évidemment, mais c'est vraiment dès le début. C'est vraiment dès le début. Ok? Puisque on éduque notre interlocuteur à décider comment il va nous traiter. Donc il y a cet aspect de celui qui a le moins d'intérêt dans la relation, c'est celui qui contrôle la relation. Et effectivement, ça se décline avec tout un ensemble de sémantiques, avec un ensemble d'approches, avec un ensemble de travail à mettre en place. Mais la deuxième chose qui pour moi est très fondamentale, c'est que si tu veux, bien souvent, et ça c'est un petit peu un de mes pet peeves, ou un de mes chevaux de bataille, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que dans la vente, quand je commence à travailler avec des équipes, ou je travaille aussi avec des indépendants, des fois on fait des groupes des programmes de développement, c'est que quand je leur pose les questions, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos attentes, bien souvent les gens veulent des tips et ils veulent des techniques. Ok? Il y a cette perspective dans la vente que ce dont les gens ont besoin, c'est voilà, le petit truc. Ouais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui est fondamental à contrôler, c'est vraiment un petit peu, si tu veux, quel est le mindset que l'on a, quelle est la perspective que l'on a sur nous, sur notre interlocuteur, enfin, le mindset, et quelles sont les choses que l'on met de façon récurrente. C'est pour ça que je parle de constance. Ok? Parce qu'on contrôle. Ouais, Ouais.
C'est vrai que tu peux avoir les meilleurs outils de growth hacking pour avoir des leads. Exactement. Encore faut-il savoir écrire les messages, mais partons de ce constat, tu as les meilleurs outils pour avoir des leads, tu as les meilleures techniques de vente que tu connais sur le bout des doigts pour faire tes rendez-vous. Ouais. Si à aucun moment tu n'arrives à connecter émotionnellement avec ton interlocuteur, être comme on l'a dit dans le questionnement, dans l'intérêt de l'aider, etc., ça va se sentir. Alors certes, tu pourras faire des ventes, mais ça va être des ventes à l'arraché, si tu veux, ou contre-productif, puisque le bouche à oreille ne va pas fonctionner ensuite. Tout à Et tu vas ramer pour avoir d'autres ventes si tu restes sur le même modèle. Ouais, ce qui est important, tout à fait. Et ce qui est important, c'est de changer l'approche, de changer fondamentalement beaucoup de choses, être capable d'arriver à poser des questions qui sont difficiles, être capable de dire à notre interlocuteur, écoutez, ça se trouve, à la fin de cet échange, on va se rendre compte qu'il n'y a absolument rien à faire ensemble. Ok. Ouais. Mais il faut savoir, mais voilà, il faut contrôler la façon dont on communique, il faut contrôler notre futur en prenant le téléphone de façon régulière, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais plus tu as un pipe qui est gros, moins tu as la pression quand tu parles à un prospect. C'est bizarre, hein. Donc plus tu as réussi à contrôler ton pipe, plus tu te contrôles au cours d'une interaction one-to-one. Enfin bon, il y a tout un ensemble de choses. Mais vraiment, ce que sur le message que j'aimerais, enfin peut-être à ce niveau-là de l'information, c'est vraiment, oui, les techniques sont importantes, mais des techniques, j'en donne des tonnes et des tonnes. Okay. Mais ce qui est très important, pas que ça. c'est voilà, c'est vraiment le mindset et c'est les choses que l'on met de façon récurrente. Okay. Très bien. Bah, écoute, très bien Hervé, bah, j'imagine si vous voulez justement aller plus loin sur ces questions-là, les auditeurs peuvent te contacter puisque toi, ton métier, c'est justement d'aider les commerciaux et les dirigeants pour s'améliorer dans la vente. Oui, bien sûr. Euh, Je suis pas sûr de. Enfin, ce que je mets en place n'est pas applicable dans toutes les organisations. Hein. C'est ouais, important parce que j'ai une approche un peu plus anglo-saxonne. Hein, je me refais pas, qui est différente d'une approche peut-être un petit peu plus française. Donc ça, là, c'est pas applicable dans toutes les organisations, mais oui, avec volontiers de bloquer un créneau s'il y a des challenges. Ouais. c'est bien parce que là, tu appliques justement ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire. C'est que, bah, c'est-à-dire que celui qui a le moins d'intérêt, c'est celui qui a le contrôle. Ouais, mais voilà, enfin, on est conscient que même si on parle enfin, je suis conscient que si je parle à des gens, ça va pas arriver forcément à ce que Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Très bien, Hervé. Bah, ce que je te propose, puisqu'on est à 50 minutes d'enregistrement, Ouais. c'est que il me reste 4 questions à te poser. On les traite, allez, en 10 minutes. Allez, go. Tu vas avoir 2 minutes par question. Ok, Donc ça va être un ping-pong verbal. ok. Donc déjà, je demande à tous les invités si si vous avez du contenu, alors ça peut être des livres, des podcasts, des vidéos à conseiller sur la vente. Voilà, est-ce que tu as des choses comme ça qui pour toi sont importantes à consulter? Ok. Écoute, oui. Alors moi, c'est principalement. Alors, et je m'en excuse, c'est principalement des choses qui sont en anglais. Hein. En anglais? Mais alors si tu veux, si les gens sont intéressés à comprendre un petit peu plus les aspects d'analyse transactionnelle, il y a plusieurs choses. Il y a un classique qui s'appelle I'm OK, you're OK. Okay. Qui est une application d'analyse transactionnelle. Il y a un livre qui est sympa, qui s'appelle aussi Talk Lean. Ok. Qui est de Alan Palmer, qui est d'ailleurs c'est un Brit qui vit en France, qui est pas mal. Et puis je dirais un dernier livre qui est peut-être de Skip Miller, qui s'appelle Proactive Selling. Okay, donc il y en a des tonnes, hein, des livres, hein, mais voilà, c'est trois. Bon, c'est bien, on enregistre cet épisode au milieu de l'été, donc Voilà, exactement. ça fera des lectures pour la plage. Exactement. Alors, ensuite, est-ce que tu as des outils, des routines qui vont t'aider à être performant au quotidien? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te sentir bien la journée et avancer dans tes activités? Très bonne question. Alors écoute, moi, c'est pas plutôt des outils, mais je vais revenir à ce dont on parlait, nos habitudes, la constance, etc. C'est des routines. Okay, c'est effectivement des routines. Moi, mes routines, elles comprennent. Ça va paraître un petit peu, un petit peu différent, mais je sais pas. Hein, pour moi, c'est le journal quotidien. Ouais. Quel journal? Un journal où j'écris, je me vide la tête. Ah, Ouais.
D'accord, c'est toi qui écris, c'est pas un journal que tu lis. Non, 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 tout à fait, non, non, c'est un journal avec un certain nombre de sections sur, voilà, sur je me vide la tête, mais j'écris sur enfin, sur ce qu'on appelle la gratitude, ce que je veux attirer dans ma vie, les habitudes que je veux garder, les techniques que je veux mettre en place, parce que si tu veux, plus j'écris les choses, ça a été prouvé, plus tu écris les choses, plus tu t'en souviens, surtout sous pression, ok? Donc, le journal, la méditation, les douches froides, enfin voir les douches glacées, enfin bon, tout un ensemble voilà, le squash, le sport évidemment, mais voilà, vraiment garder le côté mental et le côté physique interconnectés. Donc ça c'est des routines que je mets en place. Ok, très bien. Bah, écoute, bah, parfait, hein, il nous reste encore 7 minutes. Donc, deux questions pour Moi, finir cet épisode. Peux-tu nous raconter une vente dans ta carrière qui t'a appris quelque chose et surtout l'apprentissage qui nous intéresse? À la limite, la vente, peut-être tu peux passer assez vite là-dessus. ouais. Et ensuite, dernière question qui va nous permettre de clôturer cet épisode, c'est si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu me conseillerais qui? Ok, très bonne question. Alors justement, moi il y a alors, tu es là, ouais. Tu m'entends? Ouais, 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 ok, ouais, 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 très c'est bien. et plutôt moi c'est relativement tôt lorsque j'ai commencé à comprendre ces dynamiques, commencer à comprendre, voilà, le besoin de garder le contrôle, commencer à comprendre qu'effectivement, bah, j'ai pas envie moi d'éduquer mon interlocuteur, mais j'avais envie de lui vendre. Je travaillais dans une jeune dans une startup early days, ok, et fondamentalement, j'avais une interaction avec un partenaire d'un gros groupe d'un gros groupe de consultance, ok, et Ouais, je n'arrivais pas à comprendre son challenge. OK? Et j'ai détecté fondamentalement que ce partenaire, il avait envie d'être éduqué. OK? Et il était en train de petit à petit m'amener dans de la POC, dans du machin OK? Dans un imbroglio. ouais. Et c'est là que j'ai pris un petit peu mon courage entre deux mains et c'est moi qui j'ai clos la conversation. OK? Donc en fait, c'est pas une vente, c'est plutôt une contre-vente, c'est ça? C'est plutôt, effectivement, j'ai senti que si tu veux, plutôt que j'ai senti que ça n'allait nulle part. Okay, et ça a été dur, hein. J'ai dû me forcer parce que tu te doutes bien, on était au début, on n'avait pas et on n'avait pas des tonnes de clients. Eh bien, j'ai pas voulu pour je pensais que c'était plus, enfin, j'ai mis en place ce qu'aujourd'hui j'apprends à mettre en place, qui est de garder le contrôle, d'effectivement, de faire en sorte que le temps soit, always be qualifying, ok, ABQ, ok. Je n'arrivais pas, je voyais un prospect qui était intéressé intellectuellement, mais qui n'était pas intéressé émotionnellement. Ok, très Donc, bien. Bon bah c'est donc vas-y. l'apprentissage, c'est ça. Donc always be qualifying et toujours qualifier ses prospects, ne pas hésiter à passer à autre chose si on voit Ce qui est dur, que hein. ça peut pas la faire. Voilà. Ce qui est Ouais, dur. Mais très bien. j'avais une méthodologie et je m'y suis tenu. Ok. Je m'y suis tenu. Donc ça, je me souviens encore exactement où j'étais quand j'y allais. Et les émotions que j'ai eues à ce moment-là, parce qu'on se souvient des émotions, on se souvient pas des choses, enfin, des choses spécifiques. Hein, c'est ce qui nous remonte de l'émotion que j'avais quand j'ai envoyé, si tu veux, l'email en disant, écoutez, voilà, en gros, j'arrive pas à voir pourquoi. Si je me trompe, dites-le moi. Hein, si je me trompe, je veux bien reprendre la conversation, mais j'arrive pas à voir pour quel est l'impact sur votre organisation, l'impact sur vous, etc. Et donc j'ai clos le dialogue. Oui, parfois c'est bien de savoir effectivement passer à autre chose parce que moi ça m'est arrivé aussi. Tu peux t'entêter sur un prospect qui au final aura toujours une raison de ne pas acheter, Tout, mais pour une raison ou une autre ne veut pas clore le cycle de vente. Et donc en fait, tu es toujours dans des rendez-vous, des tests, tout à fait. des discussions et en fait tu perds un temps Et et ça une part en énergie cacahuète. folle Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle et ça, Vas-y, vas-y. je dis chaque année, moi je dois en avoir un comme ça et avec l'expérience, bah, effectivement c'est plus facile après de détecter ça et de dire bon écoutez je vois que je pourrais pas vous aider Donc voilà. euh, donc voilà. Ouais. Alors, il y a une expression anglaise qui est There is no point flogging a dead horse. C'est-à-dire qu'il y a pas ça sert à rien de fouetter un cheval mort. Quoi. Okay, il va pas avancer. D'accord. Le cheval, il est mort, il va pas avancer. C'est parce que pas continuer à le fouetter qu'il va avancer. Hein.
Ouais, bah, très bien, je garderai ça en tête, ouais. Belle image. Et ton autre question, c'était quelqu'un d'autre. Bah écoute, moi, alors une fois de plus, moi, ça fait maintenant un petit peu moins d'un an que j'opère en France, donc je connais pas énormément de gens, mais il y a une seule personne que je connais entre autres éventuellement qui, justement, c'est celui qui a écrit ce bouquin de Talk Clean, qui s'appelle Alan Palmer, ok, Ok. qui est bilingue. Ah bah écoute, Voilà. je vais le contacter alors. Voilà. Alan Palm. Bah écoute, Hervé, merci pour tout ça. On arrive quasiment à 1 heure d'interview, donc je t'avais dit au début que en général on dépassait pas 1 heure, donc c'est nickel, on a respecté le timing. Ouais. Bah, très bien. Je te souhaite un bel été, une bonne continuation pour cette année, donc 2021 pour ceux qui nous écouteraient en 2030. Et j'espère qu'il y en aura. Very good. Hervé, si on veut te joindre, on passe par LinkedIn, j'imagine. Oui, LinkedIn ou sur mon site qui est curiosity.com. C'est curiosity, de la curiosité en anglais, mais le S c'est un 5 parce que c'est les fameux 5 piliers dont je t'ai parlé. Donc c'est curios, le S c'est un 5, it.com. Ou sur LinkedIn évidemment. Ok. Voilà. Ok, parfait. Bah, écoutez, je vous invite à joindre Hervé si vous avez des questions sur tous les sujets dont on vient de parler. N'hésitez pas à noter 5 sur 5 le podcast, ça nous fait remonter dans les classements. Et je vous partagerai dans les notes de ce podcast un lien vers la newsletter qui complète bien ce podcast et aussi vers un playbook de vente que je viens de mettre en ligne. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acquérir. À très bientôt, Hervé. À très bientôt, Alexandre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!